Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes samedi 17 mars. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. La fondation Children of Africa, dirigée par la première dame ivoirienne, récolte 240 millions de francs CFA au dîner gala marquant son 20e anniversaire. La somme servira à construire un établissement scolaire à Abobo après la réalisation de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Le 10e marché des arts du spectacle d'Abidjan a refermé ses portes ce samedi après une semaine de festivités. Cette édition, qui a coïncidé avec le 25e anniversaire, a enregistré de nombreuses innovations et la participation de plus de 2000 festivaliers. Un autre événement qui a retenu l'attention à Paris, c'est le Salon international de l'agriculture. Le SIA a 55 ans. L'édition 2018 a porté sur l'agriculture une action collective. Mais quel bilan dresser de la participation ivoirienne? Quelles sont les retombées? Réponse tout à l'heure. Enfin, en Chine, sans surprise, Xi Jinping a été réélu ce 17 mars à la présidence de la République pour un deuxième mandat de 5 ans. Il était le seul candidat à se présenter devant les députés. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le Massa 2018 s'est terminé. La 10e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan a refermé ses portes ce samedi après une semaine de festivités. Cette édition qui coïncide avec le 25e anniversaire de ce grand marché artistique international a enregistré la participation de plus de 2000 festivaliers. Mais quel bilan dresser avant la prochaine édition? Que retenir, si vous voulez, de ce Massa 2018? Notre invité de la page culture, professeur Yacouba Konaté, directeur général du Massa, nous répondra dans quelques instants. Bienvenue sur notre plateau, professeur Yacouba Konaté. Bonsoir, madame. Alors, le rideau vient de tomber sur la 10e édition du Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan. Donnez-nous en 2 mots seulement vos impressions sur l'organisation. Le rideau va tomber. Le rideau va tomber. Voilà, on a vu la cérémonie de clôture. Oui, mais c'est la cérémonie solennelle de clôture. Sinon les la cérémonie continuent. populaire de clôture est en train de se dérouler au moment où nous parlons. Mais vous pouvez quand même faire le bilan. Ah oui, le bilan, je pense qu'on le fera tout à l'heure de manière détaillée. Mais globalement, le bilan me semble satisfaisant et encourageant. Satisfait de l'organisation? Oui, bien sûr. Et vous nous donnerez les détails? Les détails, s'il vous plaît. Ce sera tout à l'heure dans la page culture. On va se retrouver dans une trentaine de minutes au professeur Yacouba Konaté. Merci. À tout à l'heure. Tout d'abord, faisons un tour au dîner gala organisé hier par la fondation Children of Africa, dirigée par la première dame ivoirienne, Dominique Ouattara. Dîner marquant le 20e anniversaire de la fondation et au cours duquel 240 millions de francs CFA ont été récoltés. La somme servira à construire un établissement scolaire à Abobo après la réalisation de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Le reportage de Jérôme Kofi Abolé. À Paris, pour la toute première fois, il y a exactement 20 ans, jour pour jour, le dîner de gala des Children of Africa à Abidjan ce vendredi a eu de la capacité à déplacer des personnalités tant en quantité qu'en qualité. Personnalités venues de partout, des 4 coins du monde et au nombre desquelles le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, avec des membres du gouvernement ivoirien. Afrique féerique, c'est ce soir donc la manifestation organisée pour marquer les 20 ans d'existence des Children of Africa dont l'histoire se veut celle du partage et surtout de l'amour. Un parcours qui pour la présidente de cette fondation, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, n'est rendu possible que grâce à des hommes et femmes de bonne volonté. D'où l'usage du terme merci venant comme la rhétorique dans son allocution de bienvenue. Merci à tous. Mais surtout au président de la République, Alassane Ouattara, son époux, qui, selon elle, est toujours là pour l'encourager à réaliser cet idéal. Tous ensemble, mesdames et messieurs, nous n'avons pas uniquement réalisé des projets humanitaires. Nous avons aussi sauvé des vies, redonné l'espoir à de nombreuses familles et rendu le sourire à des milliers d'enfants. Je souhaiterais, à cette occasion, vous dire 1000 fois merci. Merci pour votre générosité. Merci pour votre disponibilité. Merci pour votre grand cœur. Si j'ai pu créer cette fondation et mener à bien toutes ces réalisations, je le dois d'abord à un homme exceptionnel qui a cru en moi
et qui a été d'un soutien inestimable durant toutes ces années. Celui qui a partagé avec moi chacune des étapes de l'incroyable aventure humaine que nous avons vécue. Il s'agit bien sûr de mon cher époux, le président Alassane Ouattara. Je voudrais lui exprimer ce soir toute ma reconnaissance et lui dire un grand merci d'avoir rêvé avec moi d'un avenir meilleur pour les enfants d'Afrique. Outre la réalisation de l'hôpital mère-enfant de Bingéville, dans ses actions de bienfaisance qui vient d'être inaugurée, la première dame de Côte d'Ivoire n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Ce dîner gala l'ayant permis de récolter environ 240 millions de francs CFA à la suite des ventes aux enchères de 5 lots, sans compter les tickets gagnants dans le cadre d'une tombola. Cette somme va servir à construire un établissement scolaire, cette fois dans la commune d'Abobo. Et pour apporter leur pierre à l'édifice, des artistes, musiciens, chanteurs, plasticiens ainsi que des créateurs de renom sur le plan national et international sont venus en grand nombre. De leur présence, on retient cette image conviviale et de gaieté, censée encourager davantage la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, à continuer d'écrire son histoire d'amour envers les autres. Nous partons maintenant pour la France pour voir un autre événement qui a aussi retenu l'attention du public. C'est le Salon international de l'agriculture. L'édition 2018 a baissé pavillon le dimanche dernier. Le SIA a 55 ans. La Côte d'Ivoire enregistre 6 participations. Mais quel bilan dressé? Quelles sont les retombées de la participation ivoirienne à ce rendez-vous du donner et du recevoir? Élément de réponse dans ce dossier signé Noël Niagno. Salon de l'agriculture Paris-Versailles. Cela fait 55 ans que ça dure. Une fois l'an, les Français se réconcilient avec leur agriculture à dominance production animale. 4050 animaux, plus de 360 races. Pour l'édition 2018, ce fut un succès. 670 000 visiteurs. Le Salon de l'agriculture, c'est aussi une plateforme de rencontre des professionnels, des chercheurs, des décideurs, des politiques. Un rendez-vous du donner et du recevoir. À chaque fois que vous participez à un salon ou même à toute autre manifestation de ce genre, vous en repartez un peu plus enrichi parce que vous avez gagné avec les autres qui ont aussi gagné avec vous. 2012-2018, voici 6 ans que les acteurs du secteur agricole ivoirien au sens large de la gouvernance Alassane Ouattara vont à cette rencontre multidimensionnelle. Qu'ont-ils obtenu ? Qu'ont-ils donné et quels sont les impacts sur l'évolution du secteur agricole ivoirien? La prudence de l'agriculteur observée, le programme national d'investissement agricole, la relance du Sahara et l'amélioration de la visibilité de la Côte d'Ivoire, sans oublier les échanges en tout genre, sont les premières semences mises en terre dans la ferme parisienne. Les résultats, le Sahara, le salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan est relancé et le succès est au rendez-vous sur les 2 éditions, 2015 et 2017. Le PENIA, programme d'investissement agricole vendu aux investisseurs en 2015, a reçu l'aval des privés à travers leur participation au lancement, mais aussi par le niveau de ressources mobilisées. Les acquis sont réels. La croissance économique du pays sur 2017 a été tirée essentiellement par le secteur agricole. C'est un rapport de la Banque mondiale qui le dit. C'est l'impact du programme national d'investissement agricole de première génération. Fort de cette performance, la participation à l'édition 2018 du Salon a eu pour point d'orgue le programme national agricole de 2e génération. L'accueil est visiblement au rendez-vous. 2 heures durant, les investisseurs ont suivi les déclinaisons de ce programme avec une innovation, l'approche agropolaire. Si vous prenez une spéculation donnée, il y a une multitude de contraintes à lever avant la production, et il y a une multitude de contraintes à lever pendant la production, et il y a une autre multitude de contraintes à lever après la production, c'est-à-dire jusqu'à l'accès au marché. Et c'est pour adresser toutes ces contraintes que nous les invitons dans un espace géographique donné, et nous nous assurons que les infrastructures sont adéquates, qu'elles sont à niveau, qu'il y a une disponibilité de semences, il y a une disponibilité d'eau, il y a une disponibilité de main-d'œuvre qualifiée
Et bien sûr, il y a des magasins de stockage, il y a aussi des unités de transformation de ces produits-là. Les nombreux participants ont salué l'initiative. Le bémol réside dans l'absence d'engagement du secteur financier. C'est qu'aucune banque ne veut émettre d'instruments bancaires. Or, si on veut développer une économie au niveau international, il faut que les banques puissent émettre des instruments bancaires, puissent suivre les paysans, les producteurs, les grossistes, les distributeurs, etc. Les partenariats signés, le passage de l'espace boutique à la boutique du paysan compte au nombre des acquis à inscrire en lettres d'or pour ces 6 années de participation au Salon de Paris. Ici, à Abidjan, le nouveau quai roulier du port autonome est opérationnel. Ce quai qui accueille les navires transportant les véhicules a été inauguré par le ministre des Transports. Avec cette infrastructure, le port d'Abidjan se positionne comme l'un des plus compétitifs sur le continent. Ce quai est la première phase du terminal roulier en cours de construction dans le domaine portuaire, nous rapporte Mamadou Kwasi. Les travaux d'extension et de modernisation du port autonome d'Abidjan portent déjà leurs fruits. Le nouveau quai roulier est désormais opérationnel, un acte qui se traduit par l'accueil du premier bateau à ce quai. Vous avez un terminal roulier avec des véhicules qui gardent dans les magasins, qui sont affectés normalement au stockage de certaines spéculations, ce n'était pas adapté. Il y a aussi que la douane aujourd'hui au port d'Abidjan a des activités éparpillées sur plusieurs sites. Vous avez des activités de dépotage un peu partout, ça crée de la congestion, de l'extraportage. Le terminal roulier va permettre d'être consacré spécifiquement à tout ce qui est déchargement des véhicules d'engins dans le port. Ça va libérer les autres espaces. Avec cette nouvelle infrastructure, le port autonome d'Abidjan s'inscrit sur la liste des grands ports africains et devient de plus en plus compétitif. La cérémonie d'inauguration du nouveau quai roulier a été l'occasion pour le ministre des Transports, Amadou Koné, de féliciter les autorités portuaires pour leur détermination à accompagner la politique de modernisation du port autonome d'Abidjan. Le ministre Amadou Koné rassure que le gouvernement va tenir tous ses engagements dans la poursuite des investissements pour le développement des ports ivoiriens. C'est un investissement qui est important et qui s'ajoute à plus de 1000 milliards de francs CFA d'investissement engagés par le président Ouattara depuis 2012 pour également que nous soyons davantage compétitifs en termes de port. Donc là, nous avons aujourd'hui un terminal qu'on n'a pas sur la côte ouest africaine en termes de tirant d'eau. Le directeur général du port autonome d'Abidjan, Yacouba Hiensié, s'est félicité de l'avancée des travaux dans les délais, ce qui est la première phase du futur terminal roulier, encore appelé Roro, du port autonome d'Abidjan. À la fin des travaux, cette nouvelle infrastructure s'étendra sur un quai de 500 mètres de long avec 2 postes stackés et un terre-plein d'environ 8 hectares. Il faut rappeler qu'un quai roulier est un quai qui accueille les navires utilisés pour transporter, entre autres, des véhicules. Et du côté de Yamoussoukro s'est tenu un autre événement, la rencontre de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire qui s'organise pour prendre une part active dans la cohésion et la paix. Les comités régionaux de la Chambre des rois et chefs traditionnels, au nombre de 216, ont été investis. Par ailleurs, la délivrance des arrêtés de nomination des chefs traditionnels est désormais l'affaire de la Chambre des rois. Kader Sogodogo. La case principale, nous sommes au siège de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels CNRCT à Yamoussoukro. Sa Majesté Désiré Amon-Paul Tanoué, président de la Chambre, procède à l'investiture des 216 représentants des 31 régions et 2 districts de Côte d'Ivoire. La régionalisation telle que prévue par la CNRCT. L'investiture des comités régionaux constitue pour nous le véritable point de départ des activités de notre institution sur le territoire national, ainsi que la présence effective de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels dans nos différentes régions. Avec l'investiture des comités régionaux, la CNRCT vient de créer la Commission nationale de règlement des litiges et conflits. Également, elle est désormais la seule structure habilitée à délivrer les arrêtés de nomination des chefs traditionnels. Une commission nationale sera mise en place pour aider à régler ces litiges et conflits qui, nous le savons, constituent une charge importante des activités de la chefferie traditionnelle. Les dispositions pertinentes de la loi donnent autorité à la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de délivrer des arrêtés de nomination aux chefs de village, contrairement aux usages passés.
Après avoir observé une période transitoire de fête, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels va désormais procéder à la délivrance des arrêtés de nomination des chefs de village. Une étape nouvelle pour les chefs traditionnels. C'est un nouveau départ pour le chef nouveau. Nous venons de recevoir aujourd'hui des enseignements. C'est une journée très inoubliable. En même temps, il faut remercier le président de la République et les membres du gouvernement, sans oublier le président Tanoé, sans oublier Nana Dodo, ceux qui ont lutté, qui ont tout fait pour mettre sur pied le Conseil supérieur des rois et chefs traditionnels à l'époque. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels est une institution fondée par l'État de Côte d'Ivoire par la loi numéro 428 du 14 juillet 2014 et renforcée par les dispositions constitutionnelles issues de la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016. Et les choses bougent aussi au niveau de la sécurité. La direction de la police des stupéfiants et drogues poursuit sa lutte contre le trafic de drogue. Une opération menée dans le village de Modeste sur l'axe menant à Grand Bassam a permis la saisie d'une grande quantité de drogue. Environ 1 tonne de cannabis a été découverte dans un domicile. Ces stupéfiants devraient être écoulés sur le marché de Grand Bassam et d'Abidjan. Le témoignage d'Abou Sanogo. C'est le fruit de l'opération menée à Modeste, village à quelques kilomètres de Grand Bassam, par la direction de la police des stupéfiants et des drogues. Exploitant une information de ce qu'un trafic illicite de drogue se passerait sur le littoral, notamment au niveau des plages, une équipe de la police des stupéfiants et des drogues investit le village de Modeste très tôt le matin. Ils finissent par découvrir un domicile qui servait de lieu de stockage de ces produits. En s'y introduisant, ils font une autre découverte. Environ 1 tonne de cannabis prête à être écoulée sur le marché de Grand Bassam et d'Abidjan, ainsi que des graines de cannabis. Interpellé, le propriétaire des lieux conduit la police chez son dealer. Le 3e membre du groupe a lui réussi à s'enfuir. Nous voulons lancer un appel vraiment pressant aux populations. Il faudrait que tous nous impliquons pour que le phénomène de drogue soit purement éradiqué en Côte d'Ivoire. Nous sommes vraiment engagés dans cette lutte-là. Pour la période du 9 mars au 16 mars, la direction de la police des stupéfiants et des drogues, sous la houlette du directeur général de la police nationale et la directrice générale adjointe chargée de la police judiciaire, a saisi 1 tonne et demie de cannabis. Outre cette prise, la police des stupéfiants et des drogues a également saisi 1 tonne 300 de produits pharmaceutiques non enregistrés et 10 kg de tramadol à Adjamé Roxy. La plupart dissimulés dans des cartons cachés aussi du cannabis. La direction de la police des stupéfiants et des drogues entend poursuivre son action afin de faire reculer le phénomène de la drogue. Qui pourra sauver le petit Athniel? Il est élève âgé de 13 ans en classe de seconde C. Depuis 3 mois, les médecins lui ont détecté une thrombose veineuse cérébrale profonde. C'est une maladie qui se manifeste par une présence de caillots de sang dans le cerveau. La famille a besoin d'environ 45 millions de francs CFA pour sauver le petit garçon. Athniel a eu 15 de moyenne au premier trimestre. Sephora Zegui, chef Koné, l'ont rencontré. Athniel a 13 ans. Il est en classe de seconde C dans un lycée d'Abidjan. Au premier trimestre de l'année scolaire 2017-2018, il a obtenu une moyenne de 15 sur 20. Mais depuis 3 mois, Athniel est cloué au lit. Parti d'un simple paludisme, les médecins lui ont détecté après plusieurs examens et analyses un neuropaludisme. 2 semaines après, toujours le statu quo, c'est alors qu'on lui fait un scanner et une imagerie par résonance magnétique, IRM, qui révèle que le petit garçon souffre d'une thrombose veineuse cérébrale profonde. La thrombose est une maladie au cours de laquelle des caillots de sang se forment dans les artères ou les vaisseaux sanguins. Comme il n'arrivait pas à respirer, donc la machine était obligée de l'aider à respirer. Et alors de là, on a fait des investigations. Bon, on n'a pas pu trouver vraiment un diagnostic sûr qui était à la base. Mais sur place, on avait trouvé un édème du fil au scanner et puis plus le paludisme grave. Par manque de moyens, on était obligé d'aller au CHU. C'est là qu'on a découvert ce qu'on appelle thrombose veineuse profonde cérébrale. La particularité, c'est que ça touche le cerveau. Et c'est le cerveau qui commande tout le corps.
petit garçon de 13 ans est paralysé. Il ne peut plus s'exprimer. Ses membres se sont atrophiés. Il est nourri grâce à une sonde. Les seuls sons qu'il émet traduisent cette douleur due à des crampes et contractions. Après 1 mois et demi passé en soins intensifs au CHU de Treichville, il a dû regagner la maison de ses parents, faute de moyens. Selon le médecin, Atniel a besoin d'une prise en charge multidisciplinaire. À ce stade, il a encore besoin de la réanimation parce que là, vous voyez, il y a un trou ici. Ça, c'est ce qu'on appelle canule. C'est par ce trou-là qu'il respire. Donc ça, c'est vraiment une prise en charge en réanimation. Il a des contractures généralisées. Voilà, ça, il faut encore les spécialistes, les neurologues qui doivent être là. Et il est dénutri, si vous le voyez. Vraiment, il a besoin d'une réanimation et d'une alimentation. Et il faut encore faire le bilan contrôle IRM, il faut les kinés. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est très bien dans les langues et très bien aussi dans les matières scientifiques. Donc il me donne une joie qui fait que je suis vraiment déterminé à faire tout pour qu'il puisse être heureux et profiter de son intelligence. 45 millions de francs CFA. C'est le montant dont la famille a besoin pour sauver la vie de Atniel. Le petit génie, selon ses professeurs, amis et connaissances, a confié à son père qu'il veut recouvrir la santé pour poursuivre ses études et devenir expert comptable ou architecte. Et espérons que l'appel à l'aide sera entendu pour sauver le petit Atniel. Elle a aussi besoin d'aide, c'est Kanga Adjoua Tatiana, la jeune dame tailladée à la machette à Grand Bérébi. Elle se porte mieux, mais son cas nécessite une réparation des nerfs endommagés. Sa famille peut pousser un ouf de soulagement puisque le député de San Pedro Commune, Andoblé Félix, a décidé de prendre en charge les frais de la prochaine intervention estimés à plusieurs millions de francs CFA. Le témoignage de notre correspondant Sam Kona. Nous sommes au centre hospitalier régional de San Pedro. Et c'est ici qu'est soignée depuis 2 semaines Kanga Adjoua Tatiana. Et cette jeune dame, tailladée à la machette par son ex-concubin à Grand Bérébi. Selon les médecins traitants, après 2 semaines de soins intensifs, son cas s'améliore. Mais il faut une réparation des nerfs à Abidjan afin que Kanga Adjoua Tatiana ait l'usage complet des membres supérieurs. Une intervention qui nécessite assez de moyens financiers. Des autorités de la ville et des femmes, dans un élan de solidarité, apportent leur soutien. Andoblé Félix, il a pris la nouvelle depuis Abidjan. Mais n'étant pas là, c'est comme ça qu'il nous envoie ce matin à venir dire qu'il est prêt, il s'engage à la prendre en charge, puisqu'elle sera évacuée à Abidjan. Toutes ces femmes-là sont venues d'une seule voix pour venir saluer leur sœur. Mais encore, lancer un appel pour dire que plus jamais ça, il faut respecter les droits des femmes. La famille émue par cette marque de solidarité remercie les uns et les autres. L'objectif étant de permettre à cette jeune dame de retrouver la santé et reprendre goût à la vie, loin de son bourreau, en attente de jugement à la maison d'arrêt et de correction des tabous. On ouvre la page politique de ce 20 avec le Rassemblement des Républicains qui poursuit sa tournée de remobilisation des militants à l'intérieur du pays. Une délégation conduite par la présidente du Rassemblement des femmes républicaines s'est rendue ce samedi à Jacquesville, région du Grand Pont, pour animer un meeting au menu les futures échéances électorales. Olivier Iriebi, Herman Divi. Mobiliser les militants de base pour un RDR plus conquérant. Pour y arriver, des tournées de remobilisation sont entreprises sur l'ensemble du territoire national. C'est dans ce sens que la délégation conduite par Joséphine Ouattara, présidente du Rassemblement des femmes républicaines, s'est rendue dans la cité balnéaire de Jacquesville pour présenter l'espoir du RDR nouveau aux militants de cette localité. On a pu avoir le pouvoir. Il faut revenir vers ces personnes qui se sont battues. Les commissaires politiques, le secrétaire départemental, les présidents RJR, les présidentes RFR. Nous prenons tout le monde maintenant pour être avec nous. Il faut élargir les bases. La présidente du RFR a instruit les militants sur l'importance de l'union et de la fraternité au sein du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, afin de permettre à la Côte d'Ivoire de progresser dans sa marche vers l'émergence. L'union fait la force.
Si nous nous mettons ensemble et que nous laissons nos égos, nous allons vers ce parti unifié, nous pensons que nous allons résolument conduire la Côte d'Ivoire vers le concert des nations. Les militants du RDR de Jacquesville s'engagent à maintenir la flamme du parti dans leur circonscription. Avec cette mission, l'espoir est permis, l'espérance est mise à jour et que nous sommes très satisfaits de cette mission. À partir d'aujourd'hui, je crois que c'est le réveil. Les militants sont donc organisés à rang de bataille pour les défis futurs du parti. Au terme du meeting, une séance de travail s'est tenue entre la délégation du parti et les militants de base. Et on passe au sport football, Ligue des champions. Humilié 7-2 à Kassa, le WAC d'Agamé a battu le WAC du Maroc 2-0. Une victoire pour l'honneur. Éliminés, les Ivoiriens sont en Coupe CAF. Le match a eu lieu au stade Robert Champroux ce samedi 17 mars 2018. On l'a appris aujourd'hui, la présidente de Maurice a démissionné. Selon son avocat qui a donné la nouvelle, la présidente a pris la décision de démissionner dans l'intérêt supérieur du pays. Elle veut mettre un terme à la crise constitutionnelle. Elle ne veut pas que l'économie et la population de Maurice souffrent de cette crise. La présidente mauricienne est impliquée dans un scandale financier. Et sans surprise, Xi Jinping a été réélu ce 17 mars à la présidence de la Chine pour un deuxième mandat de 5 ans lors d'un vote à l'unanimité. Il était le seul candidat à se présenter devant les députés. Moins d'une semaine après avoir obtenu une réforme de la constitution chinoise qui lui permettra de se représenter à la tête de l'État autant de fois qu'il lui plaira. On entend maintenant la page culture de ce 20h. Nous partons maintenant pour le Salon du Livre de Paris, ouvert hier vendredi. Ce salon réunit des professionnels et acteurs du livre. La Côte d'Ivoire, bien sûr, est présente à ce rendez-vous et elle préside le pavillon africain. L'Afrique est représentée à ce pavillon avec plusieurs auteurs, écrivains et éditeurs. Franck Quadio est notre envoyé spécial. Exposition, présentation, forum, le livre dans tous ses états à Paris, au Salon du Livre. Le Salon du Livre de Paris est le 3e plus grand salon du livre au monde, après Francfort et celui de New York. Et en venant au Salon du Livre de Paris, qui est le plus important du monde francophone, la Côte d'Ivoire fait entendre sa présence au sein de la francophonie et la Côte d'Ivoire assure son leadership en sa qualité de pays du livre dans le monde africain. La Côte d'Ivoire est bien présente à ce rendez-vous. Le pays préside depuis 2017 le pavillon africain. Aujourd'hui, avec le pavillon dont la Côte d'Ivoire assure la présidence, tous les acteurs du livre africain ont la possibilité de faire entendre leur voix. Des auteurs, éditeurs et professionnels du livre venus de plusieurs pays africains, dont le Gabon et le Sénégal, Aminata Soufal, auteur bien célèbre de La Grève des Batous, à la rencontre des lecteurs. Moi j'écris. Ma fonction c'est d'écrire. Je ne sais pas, le dessin du livre on ne sait jamais, n'est-ce pas? Bon, je sais que depuis très très longtemps mes livres sont au programme en Côte d'Ivoire, je m'en réjouis. De la littérature francophone venue d'Europe et même d'ailleurs, il n'est pas rare de croiser, au détour d'une conférence, des auteurs tels Henri Lopez. Il y a aussi en supplément l'Afrique du Sud, invité spécial du pavillon africain, et la Russie, pays invité d'honneur du Salon du Livre, des visiteurs venus de divers horizons, certains renois par le livre, les liens avec l'Afrique, d'autres portant certaines causes. Je trouve qu'il y a une littérature africaine qui est d'une grande diversité et aussi d'une grande fraîcheur. Nous sommes là aujourd'hui pour déjà approcher nos écrivains africains parce que les livres que nous avons donnés étaient des livres d'écrivains européens. Le livre, mais aussi l'ambiance autour du livre, on l'appellera Blackjack, slasher, c'est-à-dire agitateur d'art. Il a aussi son approche du combat par les lettres. Je cumule plusieurs activités artistiques. Je suis donc auteur de livres, musicien, et puis je suis aussi photographe. Lancé depuis 1981 par la Société nationale d'édition, le salon, devenu en 2016 à Livre Paris,
met cette année à l'honneur les auteurs étrangers du premier plan. L'actualité culturelle en Côte d'Ivoire est dominée par le Massa qui a refermé ses portes ce samedi. L'artiste Lokwa Kanza y a pris part. Il a participé à une table ronde sur la protection des droits des artistes. On en sait plus avec notre reporter Serge Kolia. Sa voix porte et elle est l'une des plus belles d'Afrique. À cette 10e édition du Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan, Lokwa Kanza donne de la voix pour une meilleure protection des droits des artistes. Le message est très simple et en même temps vital. Parce qu'aujourd'hui, les artistes, avec les manquements qu'on a par rapport aux CD qui ne se vendent quasiment plus, qui commencent à mourir, il faut bien que les artistes continuent à créer. Et je pense que le public, autant que nous, on a besoin des uns des autres. Sur la musique, les gens qui adorent la musique ne l'auront pas. Et nous, sans les moyens, on ne peut pas faire quelque chose. Appliquer la loi sur la copie privée peut être pour lui un début de solution face à la difficile gestion de la carrière des artistes africains. Les droits de copie privée nous permettront de pouvoir continuer notre métier. Donc on est venu pour demander aux autorités, pour demander au ministère de la Culture, qui est d'abord très d'accord, et merci pour ça, de pouvoir faire ça, que le décret soit signé pour que les copies privées soient reconnues et payées pour les artistes. Avant l'appel, avant, je sais plus les paroles, faites qu'il soit belle. Merci à tout le monde et bonne journée. Merci à tout le monde et bonne journée. Merci. Pascal Lokwa Kanza est un chanteur multi-instrumentiste, auteur-compositeur, arrangeur et producteur, né en 1958 à Bukavu, en République démocratique du Congo. Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Vous connaissez le sujet, c'est le Massa. Quel bilan dressé après la 10e édition qui a refermé ses portes officiellement ce samedi. Professeur Yacouba Konaté est avec nous. Ce que nous venons de voir, cette table ronde animée par l'artiste Lokwa Kanza fait partie des rencontres professionnelles. En fait, ce n'est pas M. Lokwa Kanza qui animait, il était un intervenant d'une plateforme organisée par le Bureau ivoirien des droits d'auteur et qui regroupe les confédérations des sociétés de droits d'auteur, compositeurs, qui planchaient sur la problématique de la copie privée. L'une des avancées du présent Massa, c'est qu'habituellement, des conférences comme celle-là, au maximum, on en avait 4. Cette fois-ci, on en a eu 11. Au point où les 4 jours dévolus à cette tâche ont dû être sectionnés. On a eu des tables rondes de ce type en parallèle. On avait 2 chaque jour, avec une dernière qu'on a faite sur la mode hier vendredi. D'accord. Alors on va maintenant voir la dénomination du Massa, le Massa qui devient maintenant marché des arts du spectacle d'Abidjan. Dites-nous quelles sont les raisons de ce changement? Premièrement, je voudrais dire que c'est une situation de fait. C'est une reconnaissance du fait que le Massa se tenait à Abidjan. Deuxièmement, c'est plus précis de dire je vais à Abidjan que de dire je vais en Afrique. Troisièmement, il se trouve qu'au départ, l'organisation du Massa, son budget était porté essentiellement par ce qu'on a l'habitude d'appeler la coopération internationale. Or, depuis 2014, le budget du Massa est porté essentiellement par la Côte d'Ivoire. À 80%. À 80%. Alors, pour tirer les conséquences de toute cette situation et pour communiquer sur l'idée d'Abidjan comme étant une ville créative, nous avons fait cette proposition au conseil d'administration du Massa qu'il a accepté. Et donc, je pense que c'est un ancrage du Massa plus profond dans la réalité ivoirienne et dans la réalité abidjanaise. Et il y a l'idée touristique aussi qui est derrière. Ah oui, j'espère. Et c'est pour cela que la question de la dimension culturelle d'un événement comme le Massa est une question de développement général. Parce que ces 2000 festivaliers que nous avons fait convoyer sur Abidjan, ces 2000 festivaliers, c'est 2000 touristes en perspective. Et on va parler des retombées. Qu'est-ce qu'on gagne
Après cette 10e édition, nous allons revenir sur la cérémonie de clôture qui a eu lieu aujourd'hui avec notre reporter Serge Koléa et nous allons en discuter par la suite. Bilan satisfaisant pour le directeur général du Massa. La 10e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan a permis aux artistes de nouer de nombreux contacts. Au moins 67 intentions de contrat officiellement enregistrées. Le marché a pu assurer l'essentiel des spectacles, showcase, rencontres professionnelles et tables rondes annoncées. Le professeur Yacouba Kounaté a félicité tous les acteurs et partenaires de l'événement. Pour le ministre de la Culture, le Massa se bonifie au fil des ans. 25 ans après la première édition, la Côte d'Ivoire peut se réjouir d'avoir maintenu la flamme. Les portes du Massa vont définitivement se refermer dans la soirée de ce samedi 17 mars. Au menu, un concert Zouglou. On note plusieurs innovations à cette 10e édition qui coïncide avec le 25e anniversaire. Parlons d'abord des disciplines. Rappelez-nous les différentes disciplines. Il y a des innovations également à ce niveau. Les disciplines traditionnelles, c'est la musique, la danse et le théâtre. Et depuis quelques éditions, nous avons ajouté le conte, l'humour, la mode, les arts de la rue. Ce qui fait qu'on a 7 disciplines instituées aujourd'hui. D'accord. L'innovation ici au niveau des disciplines? Alors, c'est une innovation d'introduire une discipline comme la mode. C'est une innovation encore plus grande d'avoir inséré les arts de la rue, c'est-à-dire tout l'art de la marionnette. Et ça nous permet d'ouvrir une grosse fenêtre sur notre patrimoine en cette matière-là et de communiquer plus puissamment vis-à-vis des jeunes. Je pense que cette édition en particulier a travaillé sur la communication vis-à-vis de la jeunesse. 25 ans, il était temps de présenter le Massa aux plus jeunes pour qu'ils s'approprient la manifestation. Et nous l'avons fait avec des rencontres dédiées au jeune public. J'en profite pour saluer la ministre Kandia Kamara qui a apporté son appui à cette organisation, qui a refusé du monde. C'était le mercredi dernier. Et nous avons lié à cela fait des programmes qu'on a appelés lecture publique qui ont permis à des slameurs de s'approprier les textes poétiques de différents auteurs et de faire aussi des stages dans les lycées. De la même manière, nous avons inséré dans notre programmation une formation en jeune public. Qu'est-ce qu'on appelle un spectacle jeune public? Non seulement nous avons fait cette réflexion, mais nous avons fait aussi une formation dédiée aux animateurs de radio, de télévision, aux animateurs de centres aérés. Et ça s'est passé à l'INSAC. D'accord. Alors, vous avez déploré le faible engouement. C'était lors d'une interview que vous aviez accordée à la presse. Comment vous l'expliquez? Un quart de siècle, 25 ans, c'est un quart de siècle. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas encore d'engouement réel? Ça, c'était en début de semaine. C'est une impression de début de semaine. Vous l'avez déploré, l'engouement? Oui, c'est une impression qui, effectivement, a été vite corrigée. Parce que ce qui s'est avéré, c'est que le centre de la manifestation en tant que festival s'est déplacé. C'était plus le côté le plus festif du festival, ce n'était plus le palais de la culture, c'était plutôt Koumassi, la place Inch'Allah. Voilà. Et c'était Adjamé, le club municipal d'Adjamé, et c'était Yopougon, la place Figayo, des lieux que nous avons institués. Donc ça a été réglé vers la fin de l'édition. En fait, vous savez, c'est en train d'être réglé aujourd'hui par le concert Zouglou. Pour avoir du public... Qui va drainer du beau monde. Pour avoir du public en Côte d'Ivoire, vous programmez du coupé-décalé, vous programmez du Zouglou, vous aurez... C'est la jeunesse. Absolument. Alors, au niveau de l'organisation, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Les difficultés sont... En 2 points. D'abord, c'est la grande affluence. Les principales. Voilà, les principales, c'est la grande attractivité du Massa. C'est-à-dire que nous avons lancé des invitations à plusieurs professionnels en leur disant, si vous prenez en charge vos billets, nous vous assurons l'accueil à Abidjan. On pensait qu'on aurait 300, 400 réponses. On en a eu finalement 1200. Et l'entrée était payante, vous l'avez annoncé. Oui, mais ça, ce n'est pas une innovation. Ça, c'est pas une innovation. L'entrée a toujours été payante. En fait, ce qu'on a essayé... 5 000 francs CFA. Pour la semaine.
La semaine, tout à l'heure, je ne sais pas si je vous l'ai dit, on a 150 groupes qui ont joué souvent 2 fois. D'accord. Donc, 152 groupes, pour vous dire les choses de manière plus précise, et payer 5 000 francs pour voir quelques-uns, à volonté, quelques-uns des 300 spectacles, pour moi, je pensais que ça fait 1 000 francs par jour pour ceux qui viennent. D'accord, et surtout pour ce qu'on va regarder, ce que ça va nous rapporter. Et surtout, il faut que chacun comprenne que la culture a un prix. D'accord. Et que les acteurs doivent vivre de leur métier et que on doit tous les aider à avoir les revenus pour leur subsistance et pour leur création. Retombées pour la Les Côte d'Ivoire. retombées sont multiples. Tout à l'heure, je vous parlais de toutes les formations qu'on a faites en direction du monde de la culture, des journalistes, à l'INSAC. Il faut savoir aussi qu'à chaque session du Massa, nous faisons une formation pour les journalistes culturels. Nous avons fait aussi des formations dans les arts de la marionnette et nous avons formé des techniciens. Vos images montraient tout à l'heure. D'accord. Et les artistes ont profité de ce Massa. Oui, il y aura des retombées après pour eux. On a, par exemple, il y a 68 intentions de contrat qui nous ont été signalées, indépendamment du fait que quand un artiste est invité au Massa, on lui paye un cachet. Alors, les 61 groupes du début qui sont dans la partie marché ont des contrats plus consistants que ceux qui sont dans le festival. Mais le Massa, c'est une mise en marché qui fait que nous distribuons, ou plutôt nous payons à peu près 125 millions de contrats aux artistes pendant la semaine. Merci beaucoup, professeur Yacouba Konaté. Merci d'avoir été notre invité. La page culture de ce 20h, c'est fini déjà parce qu'on doit vous laisser aller justement à ce concert qui est organisé. Merci beaucoup et merci, vous l'avez compris, ce journal est terminé. Il a été supervisé par Jean-Jacques Kwame. Merci à la réalisation conduite de main de maître par Edouard Kofi Sakra. Merci à toute l'équipe technique et à demain 20h.